On va continuer sur ce petit projet, c'est-à-dire que je vous avais sans doute fait quelques petites vidéos par rapport à ça et au mécanisme qui fait que en inscrivant la personne, on peut l'ajouter dans une table qui se trouve effectivement dans une base de données servie par effectivement un serveur PostgreSQL. Donc déjà, on va juste regarder un peu comment c'était fait. Donc, mince, je m'avais écrit ça, hop, et plus plutôt. Donc là, on a une table users, donc on va aller un peu checker des petites informations par rapport à ça. Donc on écrit des users et comme vous pouvez voir, il y a quelques petites informations. Donc ça, on avait déjà vu, mais évidemment, ça attend un ID. Enfin, l'ID est d'une certaine manière fait tout seul, comme vous pouvez le voir. Ici, primary key, user ID, donc là, il n'y a pas de souci. En réalité, les informations qu'on doit mettre nécessairement, c'est le password et l'email. Parce que le reste, c'est accessoire, comme vous pouvez le voir là, tout ça. Hop, accessoire, c'est pas requis nécessairement. Et par contre, là, il faut pas que ce soit nul, il faut nécessairement les mettre. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va regarder ce qui se trouve déjà dans la base de données pour que on puisse, alors en fait c'est majuscule K, A, pour qu'on puisse un peu justement, donc on va faire un select all from users et ne pas oublier le point virgule. Donc il y a trois personnes, en tout cas il y a trois rangées. Donc Hugo, plutôt on va dire trois entrées. Donc Boris.alexandre avec mot de passe Caroline, alicegmail.com avec Morgane et hugogmail.com avec Alicia comme mot de passe et c'est les seules informations qui s'y trouvent. Donc maintenant on revient un peu à notre front qui est fait avec Nuxt, qui est un framework qui repose sur le framework Vue et on va un peu étudier ce qui a été fait. Donc déjà je vais sortir de là et je vais ouvrir à nouveau le terminal intégré. Donc je suis effectivement à la racine de mon dossier Next Shop et je vais faire un npm run dev juste pour voilà, là ça va être bon. Voilà. Donc c'est ce qu'on a au départ, donc on va un peu étudier ça. Donc comme vous pouvez voir, la structure du projet. Donc il y a un dossier component et il y a un dossier page qui nous intéresse fortement. Donc si on va sur l'index.view, qui peut être considéré comme la page, vous pouvez voir qu'au niveau du template, il y a effectivement un component, puisque c'est en vert, un component donc qui est effectivement, on a l'impression que c'est une balise particulière et ça l'est en réalité. Et on n'a pas besoin, comme dans un projet Vue normal ou Quasar, d'importer visiblement dans la partie script, effectivement, le fichier. On n'a pas besoin de faire ça. Ça se fait automatiquement avec Nuxt. Donc voilà, c'est fait, log component. On voit qu'on passe une props, donc que le parent, en l'occurrence index.view, passe une props à son enfant, donc log component. La props, en réalité, elle s'appelle isLoggingMode et elle a comme valeur false. Donc c'est la valeur false qui est passée. Donc si on va dans log component, automatiquement, on aura une interface, puisque là, on utilise enfin, une interface ou autre, hein, ça peut être aussi un type, mais on utilise effectivement TypeScript, donc je fais ça avec des interfaces. L'interface, effectivement, isLoginMode, puisqu'en réalité, on l'a appelé ça comme ça, donc nécessairement, on doit l'appeler de la même façon. On sait qu'elle attend un booléen et que nécessairement, elle attend quelque chose, c'est-à-dire que là, je n'aurais pas pu ne rien mettre, ça aurait provoqué une erreur plutôt. Donc, j'ai pas mis un truc comme ça. Là, si je mets ça, effectivement, il y a un problème. Un problème. Bon, là, ça affiche pas de problème, mais en réalité, ça, s'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, tant pis, d'une certaine façon. Mais là, j'ai voulu effectivement qu'il y ait nécessairement quelque chose. Donc, si je n'écris rien, alors,
ce serait plutôt l'inverse. On va faire un truc comme ça et on va mettre ça comme ça. Donc ça veut dire que obligatoirement, il doit y avoir un isLogin avec une valeur. Sinon, ça provoque une erreur. Donc en l'occurrence, ça ne provoque pas d'erreur. Alors, c'est peut-être parce que le truc le met automatiquement. Bon, qu'importe, je rétablis la situation précédente. Donc voilà, on met qu'il y a une valeur qui est passée à ce composant enfant. Donc, il attend effectivement cette valeur. Ce sera effectivement de type boolean. Et ensuite, cette valeur sera utilisée, par exemple, ici, pour effectivement enclencher un mécanisme de création ou pas. Là, en l'occurrence, isLogin mode, si ce n'est pas le cas, si donc la valeur est false, donc avec le point d'exclamation, ça veut dire que c'est l'inverse en tout cas, c'est l'inverse de true. Donc c'est false. Si c'est false, donc si on n'est pas en situation de login, mais plutôt de sign up, eh bien on va effectivement, ça va enclencher lorsqu'on va cliquer sur effectivement l'élément qui est lié à ce gestionnaire d'événements, handle log, eh bien ça va créer avec effectivement les informations user underscore email et user underscore password, ça va créer un nouvel utilisateur et évidemment on va faire une requête fetch. On va faire un call API en utilisant fetch, l'API fetch, et la méthode sera une méthode post puisqu'on va en réalité transmettre des informations vers une API distante, vers un serveur distant. L'API va reconnaître effectivement la forme de notre requête. En l'occurrence, on n'a pas mis de sécurité par rapport à la forme des requêtes, etc. etc. Donc, en gros, ici, l'API n'a pas trop de sens. C'est comme si c'était plus, je ne sais pas, un intermédiaire inutile. Et directement, ensuite, on va pouvoir, en l'occurrence, transmettre des informations qui vont alimenter la base de données. Donc effectivement, il faut peut-être que je vous montre le back-end pour que vous compreniez mieux, même si on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc notre back-end, j'en ai fait plusieurs avec ça. Alors, hop. Hop. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, back-end, alors c'est... Je vais montrer les routes. Alors, je n'ai même pas fait de route pour ça, ok. Donc, je vais montrer juste le index.ts. Voilà. Donc ça, c'est le middleware que j'ai créé, effectivement, et qui va recevoir d'une certaine façon la requête, comme vous pouvez le voir, la request, qui va venir du front. Donc là, c'est une requête que l'on fait. C'est une requête avec une méthode post. Cette requête, on l'envoie finalement à cet endpoint là, ce point d'entrée, ou pas ce point d'entrée, plutôt on va pas le traduire, c'est pas grave, endpoint. API create, comme vous pouvez le voir, il existe cet endpoint, API create. Donc une fois qu'il va recevoir une requête de type post, eh bien cette callback va être appelée. Donc c'est-à-dire qu'on va voir effectivement dans le navigateur et dans le terminal, pardon, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Alors, terminal, new terminal. Je vais vous montrer tout ça. Hop. npm start. Donc c'est fait. Donc j'ai pas dit quel port effectivement est élu, mais c'est le port 3300. Donc c'est bon. Et tout ça pour vous dire que maintenant on va voir ça. Donc normalement, si ça reçoit correctement la requête, si c'est bien une requête post, que on utilise l'API, le endpoint slash API slash create, normalement vous allez voir que ce message va apparaître dans ce terminal-là, qui traduit en réalité, qui est d'une certaine façon ce qui permet effectivement de voir les logs faits du côté Node. Donc ensuite, on utilise la déstructuration pour récupérer dans le corps de la requête simplement user underscore email et user underscore password. Et ensuite, on utilise ça pour faire une requête, effectivement, qui est envoyée à la base de données avec Query Service. Donc Query Service, c'est effectivement, comme vous pouvez le voir,
quelque chose, ou plutôt une fonction, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, une fonction qui va nous permettre d'utiliser l'ORM Prisma. Et donc, Prisma va ensuite envoyer cette requête, enfin en tout cas envoyer cette requête vers la base de données et directement la transformer. Donc ça va être cool. Donc on va voir tout ceci. Donc j'essaie de mettre ça dans une autre... là, en l'occurrence, je vais mettre le backend ici pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc voilà. Et là, c'est pour lire effectivement la base de données. En l'occurrence, on ne va pas l'utiliser pour l'instant. Donc, je reviens à ça. Je vous montre comment j'ai lié effectivement ces variables user underscore email, etc. Donc, j'ai créé effectivement une interface user. Donc, elle n'attend pas nécessairement un email, mais si jamais il y a un email, il sera de type string. Une propriété password, pas nécessairement, mais si jamais elle existe de type string, et un confirm password, et si jamais il existe de type string. C'est bien pour ça qu'en réalité, au départ, on peut avoir un user avec un objet vide. Parce que tout ça, c'est facultatif. Si tout était obligatoire, il aurait fallu initialiser au moins avec quelque chose, email, password et confirm password. Donc en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc ce que je fais ensuite, c'est que dans le template, comme vous allez pouvoir voir, j'utilise effectivement vModel. Normalement, alors voilà, v-model. Et effectivement, je dis que ce qui va être inséré dans cet input va correspondre à user.email. Donc, c'est exactement ce qui m'intéresse parce qu'ensuite, j'ai récupéré tout ceci. Donc, quand je complète ici, finalement, ce que je mets va être la valeur assignée à la variable user.email. Quand je complète ici, ça va être assigné à la variable user.password. Et quand je complète ici, ça va être assigné à cette variable user.confirm-underscore-password. Donc voilà, si jamais effectivement il y a une erreur, ce sera affiché comme vous pouvez le voir. Il y a un VIF password too short et j'ai créé effectivement ces petites refs. Donc voilà, password error, password too short, email error. Donc voilà, il y a des petites variables qui sont liées aux erreurs, des petites refs. Alors c'est parti, on va un peu tester tout ceci. Alors j'utilise effectivement en watcher, en observateur, en utilisant clone deep, qui est effectivement une méthode que j'ai grâce à la librairie Lodash. Mais en l'occurrence, vous ne voyez pas tout ça. Il a fallu faire quelques petits changements, notamment dans next.config.ts pour pouvoir l'utiliser. Donc j'ai rajouté tout ceci. Alors c'est peut-être pas, tout n'est pas nécessaire, hein. Donc au moins j'ai mis que j'utilisais Lodash. Là j'ai mis Nux dash Lodash. Alors je sais pas lequel des deux j'utilise en réalité, un ou l'autre, qu'importe. Ou peut-être que ça en réalité c'est traduit par ça dans les faits. Parce qu'en réalité j'utilise le préfixe là. Et ça m'aide pas mal de ne pas avoir à utiliser. Alors quand j'utilise Quasar, je mets underscore point clone deep. Et quand j'utilise effectivement Nuxt, je mets underscore clone deep direct. De toute façon, ça reconnaît, hein. Lorsque effectivement vous utilisez une méthode et que vous avez installé ce qu'il faut, donc là vous pouvez voir mon package de JSON, j'ai mis Nux dash Lodash et je pense que ça suffit. J'ai mis aussi Lodash ici. Alors je pense que c'est Lodash ici qui fonctionne et pas Nux dash Lodash, mais qu'importe, hein. Au pire vous mettez les deux et puis vous regardez les documentations distinctes. Donc respective plutôt. Ensuite, on revient ici. Donc, ça veut dire que ça me permet de voir n'importe quel changement, effectivement, dans les inputs qui sont liés aux propriétés de user, puisque j'ai lié les inputs à des propriétés de user, la variable que j'ai créée, user ici, qui est réactive. Donc, vous pourrez effectivement vous informer par rapport à ce que ça signifie, être réactif ou pas. Et donc, à chaque modification, effectivement, ça, effectivement, entraîne quelques instructions. Dans l'occurrence,
Ça vérifie à chaque fois avec une petite fonction que j'ai créée pour vérifier s'il y a des erreurs par rapport à l'email, si l'email est correct, en tout cas si elle inclut un arrobase ou un point. Si l'email est inférieur à 6, donc ça va créer une erreur. Et si jamais, enfin ça change la value de email error, qui est donc une ref. Pour effectivement changer la valeur d'une ref, on utilise le dot value. Et effectivement, si la valeur change, un message apparaît puisque j'ai utilisé effectivement des directives v-if, effectivement, qui permettent de faire apparaître si jamais la valeur d'email error est true, et ainsi de suite. Et donc, si c'est faux, ça disparaît. On va à peu près tout voir. Donc, c'est parti. On a créé donc une vérification qui est exécutée à chaque changement de la valeur des inputs qui sont liés effectivement aux propriétés du user et qui active ou qui appelle plutôt cette fonction. Donc là, on va déjà tester. Normalement, s'il n'y a pas effectivement d'arrobase ou de point, emailError.value va passer à true. Et donc, il y aura un message qui va apparaître puisque si emailError est à true, ça mettra email invalide. Donc, on va juste vérifier ça. Ensuite, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors c'est simple. Hop, hop, hop. J'ai dû... Si ça retourne faux automatiquement parce qu'en gros, j'ai pas encore mis de mot de passe. Donc de toute façon, ça va pas compléter. Il faut que je mette un mot de passe pour qu'effectivement on soit plus dans cette situation de soit ça n'existe pas, soit ça n'existe pas. Donc je vais mettre un mot de passe et là, comme vous pouvez le voir, on n'est plus dans ce cas de figure et on arrive à la vérification. Si je n'en mets pas, effectivement, on n'aura pas de vérification, mais le message va continuer d'apparaître puisque ce sera encore faux. Donc je vais changer, je vais mettre boris@gmail.com et là je vais mettre un mot de passe Caroline. Tout est bon. Le mot de passe fait au moins 6 caractères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8. Si j'en avais mis moins, mot de passe invalide, suivant effectivement ce que j'ai mis, puisque email error, mais le password c'est la même chose, il y a la même condition, donc password too short, et comme ça l'écrit mot de passe invalide. Donc là, on a mis et on réécrit effectivement quelque chose, Caroline. Et là, donc tout va bien. Si on avait mis ça, les mots de passe doivent être identiques et c'est là que je gère ça. Si ce n'est pas égal à user password, si user.confirm underscore password n'est pas égal à user, ou strictement égal plutôt, à user, ou identique si vous préférez, n'est pas identique à user.password, alors password error value est égal à true, et si password value est égal à true, alors effectivement, les mots de passe doivent être identiques. Aussi simple que cela. Donc, hop, là maintenant, on avait conditionné l'apparition du bouton à la valeur isFormCompleted true, évidemment. Donc, je vais vous montrer ça ici, c'est là. If isFormComplete true, donc effectivement, il y aura se connecter ou s'inscrire. Alors, props isLogin mode, si c'est en true, alors ce sera se connecter. Mais en l'occurrence, ce n'est pas en true, puisque dès le départ, on fait passer cette valeur false. Donc, on n'est pas en situation d'isLogin mode, mais plutôt isSignup mode. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ça ne nous propose pas se connecter. Mais si, effectivement, on était en situation propice, eh bien, ça nous aurait proposé se connecter, non pas s'inscrire. Donc, si je clique sur s'inscrire, vous allez voir qu'il y a le handle log dont on parlait précédemment. Donc, c'est là. Donc, si on n'est pas dans une situation de isLogin mode, donc c'est exactement le cas, puisque là, c'est vrai, c'est vrai, en l'occurrence, eh bien, là, effectivement, on crée une variable locale à ce bloc, if, et on lui transmet, on donne à ses propriétés user underscore email et user underscore password, user
.password et ensuite on fait un appel, un call API via effectivement l'API fetch, via cet endpoint et on transmet les informations qui seront ensuite effectivement vérifiées, utilisées et effectivement grâce à ces instructions-là, en tout cas celles-ci, grâce à celles-ci, seront ajoutées à la base de données, en l'occurrence celle-ci, et on pourra voir ça très tranquillement. Donc c'est parti, on va juste tester, on clique donc sur s'inscrire. Donc là vous avez l'impression que rien n'est passé parce que j'ai rien fait comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, j'ai rien changé. Donc maintenant ce qu'on fait par contre pour vérifier que tout a fonctionné, on regarde Trying to Modify Database, c'est exactement ce que j'attendais qui se trouve effectivement dans le terminal. Donc on a fait tout ça, il n'y a pas eu de message d'erreur de toute façon. J'utilise Nodemon, ça me permet d'éviter d'avoir à relancer le serveur à chaque modification à l'intérieur effectivement des fichiers du serveur. Donc ça c'est fait, tout s'est bien passé d'une certaine façon. Hop, 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 j'aurais pu effectivement provoquer une petite animation pour vous montrer. On va changer ça sans doute dans les jours à venir pour que ce soit un peu plus dynamique par rapport effectivement à une interaction avec l'utilisateur. Mais là, il suffit juste de vérifier maintenant. On va faire un select all. On va renvoyer réutiliser cette instruction. User set, hop. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, on a un nouvel utilisateur, boris@gmail.com. Et voilà. Donc ça, c'était assez simple. Maintenant, on va effectivement utiliser une autre façon d'interagir avec cette base de données. Donc voilà pour cette première vidéo.